je vais vous raconter des histoires de fantômes. Mais je vais pas vous raconter n'importe quelle histoire de fantômes, je vais vous raconter mes histoires de fantômes. Installez-vous confortablement avec votre couette pour vous cacher, un peu de popcorn, du chocolat, peu importe, mettez-vous bien et je vais vous raconter ces histoires de fantômes. Bon bah du coup si vous êtes prêts, moi je dis ambiance. Alors si vous me suivez, que vous regardez mes vidéos, que vous écoutez mes podcasts, certaines histoires de fantômes que je vais raconter là, vous les aurez déjà entendues. Le truc en fait avec ce concept de vidéo, c'est vraiment que je voulais condenser toutes mes plus grosses histoires de fantômes dans une seule vidéo, parce qu'en fait, sinon je les ai racontées ça et là, c'est un petit peu parsemé partout. Mais là, je voulais vraiment faire une spéciale avec tous les gros phénomènes que j'ai vécus depuis mon enfance. Donc moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant. Je vis au quotidien des phénomènes paranormaux. Alors, vous pourrez vous demander pourquoi tu pars en enquête, pourquoi tu es chasseuse de fantômes, à quoi ça sert d'aller dans des lieux présumés hantés si toi, au quotidien, tu vis déjà des phénomènes. Très bonne question. Je ne sais pas. Non, en vérité, moi je fais un distinguo qui est très important et d'ailleurs que je conseille souvent aux gens. Parce qu'il y a des gens souvent qui fantasment sur le fait d'habiter dans un lieu hanté, ils aimeraient bien habiter une maison hantée, tout ça, et moi je ne vous comprends pas en fait ce fantasme-là, et vous voyez pourtant je suis tout le temps dans les lieux hantés, le paranormal m'intéresse, mais moi je pense que de toute façon il n'y a pas des lieux hantés précisément en fait, des hantises, de la mémoire, des phénomènes paranormaux, il y en a absolument partout, il y en a chez nous, mais du coup ce que moi je vais vivre au quotidien, qui sont des phénomènes qui arrivent dans des moments de lâcher prise, et les phénomènes que je vais vivre en enquête sur des moments que je maîtrise complètement avec des appareils et tout ça, c'est vraiment complètement différent, la démarche est différente, et évidemment les phénomènes que je vis au quotidien ne sont pas des phénomènes que j'attends, ni même des phénomènes que j'ai envie de vivre en fait, donc c'est vraiment très différent, mais du coup c'est intéressant parce que je me rends compte qu'au final, je vis parfois des plus gros phénomènes dans ma vie de tous les jours qu'en enquête. La seule chose, c'est que du coup, dans la vie de tous les jours, et ça comme à peu près tout le monde, vu que ça arrive sur des moments où je ne m'y attends pas, je n'ai jamais documenté aucun de ces phénomènes paranormaux et du coup c'est hyper frustrant. Et je pense que c'est ça aussi qui me pousse à partir en enquête parce que j'ai envie de documenter. Mais moi, mon chez-moi, j'essaie toujours de faire en sorte qu'il soit sain parce que c'est nécessaire au quotidien pour pas exploser, pour avoir un endroit safe où on a envie de se poser. Moi je suis déjà tout le temps dans le paranormal, j'ai pas envie quand je rentre chez moi d'être confrontée à des choses. Bon, comme je vous dis, c'est inévitable en fait. En tout cas dans ma vie, c'est inévitable. Donc il y a des phénomènes chez moi malgré tout, mais je le veux pas. Et du coup, c'est ça aussi qui fait que je le documente pas, c'est parce que je ne veux pas enquêter chez moi. Je ne veux pas pousser le truc et je ne veux pas que ça devienne un fougeret. Alors moi j'adore fougeret, mais je voudrais pas vivre dans un fougeret. Donc c'est pour ça que je n'attise pas, j'essaye pas de documenter. Je fais rien chez moi. Je fais pas de Ouija, je fais pas de séance de TCI. Pour moi c'est hors de question. Chez moi, c'est safe et ça doit rester safe. Bon, du coup, je vous propose qu'on commence. Je vais vous raconter mes histoires de fantômes dans un ordre d'abord chronologique et après, je vais vous raconter ça surtout par type de phénomène parce que je vis des phénomènes récurrents depuis quelques années. Donc la première histoire, moi je l'appelle la petite souris parce qu'en fait c'est une histoire qui est plutôt mignonne et que moi je chéris dans le fond de mon cœur parce que c'est une histoire qui m'est arrivée avec ma grand-mère. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez déjà peut-être, et pour ceux aussi qui ont pu lire le livre Féminine Macabre volume 3, j'évoque justement un petit peu les prémices de tout ça, comment les histoires de fantômes sont arrivées dans ma vie. Donc c'était à l'enfance, c'est ma famille du côté de ma mère qui me racontait leurs histoires de fantômes dans leur maison en Lorraine, qui était une maison récupérée suite au décès d'une personne qui était résistante pendant la Seconde Guerre mondiale et qui s'appelait Regina Crick et qui a fini par se faire attraper par les nazis et tuer. Et en fait cette maison, quand ma famille l'a récupérée, il restait des meubles et des portraits de Regina Crick, et donc comme mes grands-parents étaient très superstitieux, ils avaient tout gardé, ils avaient rien jeté, mais ils avaient tout mis au grenier. Et en fait, dans cette maison, il y avait énormément de phénomènes. Et moi, j'ai déjà commencé à baigner dans ces histoires en sachant pertinemment que 95% de ma famille
croyaient au paranormal parce que du coup, ils avaient vécu eux-mêmes énormément de choses dans cette maison. Et donc un jour, moi j'avais 7-8 ans, j'étais en vacances chez ma tante et mon oncle en Aquitaine avec ma grand-mère. Et ma grand-mère et moi, on partageait la même chambre et le même lit. Et en fait, une nuit, il y avait un piano dans cette chambre et ce piano s'est mis à jouer. Alors quand je vous dis qu'il s'est mis à jouer, il s'est pas mis à jouer une mélodie, parce que vous savez, vous avez des fonctions comme ça sur certains pianos qui sont automatiques et qui jouent des mélodies déjà très connues. C'était pas ça. C'était pas non plus genre une touche et puis c'est tout. C'était vraiment comme si quelqu'un avait fait ting 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 ting, comme ça, n'importe quoi sur les touches, mais sur plusieurs touches en même temps. Ça nous a réveillés. J'ai tout de suite pleuré parce que j'ai eu extrêmement peur. Je savais qu'il y avait personne dans notre chambre, tout le monde était couché, c'était vraiment en pleine nuit quoi. Et ma grand-mère m'a serré dans ses bras et m'a dit « Ne t'inquiète pas, c'est la petite souris qui vient de passer sur les touches ». Et du coup c'est là où je vous dis que je chéris grandement ce souvenir parce que bah voilà, moi j'ai perdu ma grand-mère et du coup c'est des souvenirs, c'est peut-être pas le plus beau souvenir mais d'avoir vécu un phénomène paranormal avec ma grand-mère qui est l'essence même en fait du fait que moi je sois chasseuse de fantômes puisque c'est elle qui a commencé à me raconter les histoires de fantômes dans la maison de Regina Creek, c'est symbolique en fait, vous voyez. Alors je vous le dis maintenant avec beaucoup de recul déjà, je sais pas si vous arrivez à avoir beaucoup de souvenirs de votre enfance, moi j'en ai pas tant que ça. Et ce qui se dit c'est que si ça avait été mon imagination en fait, aujourd'hui je ne pourrais pas m'en rappeler. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est produit. Bon, c'est quelque chose qui est invérifiable parce que ma grand-mère n'est plus là. Mais du coup, ce que je peux vous dire par contre, et à 100%, c'est que c'était pas une petite souris. Je peux aussi vous assurer qu'il y avait absolument personne dans cette chambre, à part nous deux, dans notre lit. Donc il s'est passé quelque chose d'assez fort, mais je ne sais pas quoi, et on ne le saura jamais. La deuxième histoire se passe un petit peu plus tard. J'étais adolescente et j'habitais en région parisienne avec ma famille. Et en fait, dans la ville où j'habitais, il y avait un système de bus où les bus pouvaient se déplacer sur une voie qui leur appartenait, 100% bus, pas en voiture. Alors je vous dis ça, c'est très important en fait, c'est un détail très important. Et du coup, bah moi en tant qu'ado, je me déplaçais beaucoup en bus pour aller voir mes amis, pour aller au collège, tout ça. Et un jour, du coup, je revenais du centre commercial, et donc voilà, je monte dans le bus pour rentrer chez moi. Le bus commence à faire quelques arrêts. Et en fait, moi, j'ai un problème depuis l'enfance qui me suit encore aujourd'hui, c'est que je suis souvent dans la lune. C'est très drôle parce que à l'école, sur quasiment tous mes carnets de fin d'année, il y avait écrit « trop dans la lune »,« tout le temps dans ses pensées »,« ne se concentre pas », mais j'avais vraiment des problèmes de concentration, donc c'est pas de ma faute. Et en fait, quand ça m'arrive dans la rue, le problème c'est que je suis dans la lune et il peut m'arriver parfois de fixer des gens. Alors Dieu merci, je n'ai pas eu beaucoup de problèmes dans ma vie, mais c'est gênant quand je m'en rends compte et que je me rends compte que je suis en train de fixer quelqu'un qui me regarde comme ça, genre qu'est-ce qui se passe? Je suis là, ouais, merde. Et donc, là c'est ce qui se passe. Le bus s'est arrêté à un arrêt, je suis complètement dans mes pensées, je suis en train de, pour moi en fait, je fixe à l'extérieur, mais je fixe pas à quelque chose de précis. Et là en fait ce qui se passe, c'est qu'au moment où je sors de mes pensées, je me rends compte qu'en fait je suis en train de fixer quelqu'un, un homme, qui lui-même me regarde, et là je me dis, oh merde. Et moi en fait j'étais tellement gênée parce que ce mec qui avait peut-être une quarantaine d'années me lâchait pas du regard en fait que moi j'étais un petit peu hypnotisée en fait quand le bus est parti. Je regardais ce gars, il continuait de me regarder mais je le voyais bien encore sur le quai, le bus partait et moi dans le fond j'étais complètement rassurée parce que je me disais oh mon dieu heureusement qu'il est pas monté dans le bus quoi. Et en fait le bus du coup arrive à l'arrêt suivant, 1 kilomètre plus loin en ayant tracé à 50 km/h et je vois là quand le bus est en train d'arriver que le mec est sur le quai. Autant vous dire qu'à ce moment-là, mon sang n'a fait qu'un tour, je pense que j'aurais pu m'évanouir et je devais de toute façon être blanche comme un cachet d'aspirine parce que déjà, non seulement en fait ce gars, il monte dans le bus, se dirige directement vers moi, mais en plus à ce moment-là, j'ai conscience que ce qui se passe n'est absolument pas normal. Genre le mec vient de défier les lois de la physique quoi. Il a réussi à aller plus vite que le bus, à se déplacer sur 1 km et à arriver avant le bus. C'est pas possible. Et je vous assure, c'était vraiment une voie de bus, il n'y a aucun bus qui nous a doublés. Donc en fait, au moment où il monte, moi tout de suite ça me frappe et c'est tellement violent ce qui se passe dans ma tête que j'essaye de retourner toute la situation pour comprendre ce qui se passe en fait. Le mec vient à moi.
il me parle, il me parle, il me parle. Et je vous avoue qu'à ce jour, c'est très très drôle. Je vois physiquement à quoi il ressemble à 100%. Genre, je pourrais décrire les moindres détails de son visage et tout, parce qu'en fait, il était vraiment... il m'a parlé tout le long jusqu'à temps que je descende, quoi. Mais impossible de me souvenir du son de sa voix, impossible de savoir ce qu'il me dit sur tout ce trajet qui doit durer 10 minutes jusque chez moi. Il me parle, il me parle, il me parle, il me parle, il me parle. Et moi, je descends, du coup, le gars me suit. Il fait quelques mètres avec moi. Il s'arrête et me dit « Recontacte-moi ». Il me tend une carte. Et sur la carte, il y a écrit qu'il s'appelle Monsieur Bonaventure. Je n'ai jamais rappelé cet homme, évidemment. Aujourd'hui encore, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir eu affaire à quelqu'un d'humain. C'était vraiment... Si j'avais pu le toucher, en fait, je pense que j'aurais vraiment pu le palper, en fait. Il n'y avait pas de souci. Je n'ai juste pas conscience de... Est-ce que les gens le voyaient? Je ne sais pas. Il s'est déplacé de façon impossible à mes yeux, en tout cas pour un être humain sur cette terre, c'est vraiment pas possible. Il n'était pas essoufflé, il n'était pas... Même si, voilà, si on veut imaginer que c'était un grand sprinter, ce qui, moi, je pense n'est pas possible, en fait, il n'était pas essoufflé, il n'a pas couru. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas qui était cette personne. Et du coup, une fois de plus, puisque c'est quelque chose que je n'ai pas pu enquêter et qui est arrivé comme ça en un quart de seconde dans ma vie, je n'ai pas de réponse non plus. Autre histoire, et alors on va dire peut-être celle qui est la plus importante dans ma vie, puisque c'est celle qui a tout déterminé et qui a plus ou moins tout lancé. Alors je vous dis, il y avait eu plus ou moins quelque chose de précurseur au niveau de ma famille, puisque j'avais entendu des histoires de fantômes, des histoires de maisons hantées, tout ça. Mais vraiment, il y a eu un point déterminant, parce que moi, entre ce moment que je vais vous raconter et l'enfance où on m'avait raconté des histoires de fantômes, moi j'avais vraiment développé une phobie du fantôme. J'avais extrêmement peur de tout ça et je voulais jamais de ma vie être confrontée à ça. Là, si je rencontrais l'adolescente ou l'enfant même que j'étais pour lui dire je suis chasseuse de fantômes, croyez-moi, je serais dégoûtée, hein, parce que c'était pas du tout mon but dans la vie. Mais en fait, il s'est passé un truc, du coup, quand j'avais 17 ans, et ce phénomène-là a été déterminant. Ce phénomène, je vais enfin le raconter parce que je le raconte jamais en fait finalement. Je dis toujours en quelque sorte que j'ai eu un phénomène après la mort de mon grand-père, que j'ai vécu un truc hyper important, que c'est ce qui m'a donné envie de comprendre comment se produisaient les phénomènes paranormaux, parce que moi à cette époque et toujours aujourd'hui, je suis toujours dans la même quête, je suis plutôt cartésienne et en fait moi je voulais plutôt démontrer à l'époque que ce que j'avais vécu était naturel, mais que c'était peut-être des choses qu'on pouvait pas trop expliquer, ou peut-être que c'était expliqué et explicable, mais que moi je n'avais pas eu accès à cette information à ce moment-là de ma vie. Et du coup, mon but après ce phénomène-là, c'était vraiment de m'informer un maximum, de lire des livres en grande quantité dans les sciences, dans le paranormal, dans l'occultisme, dans tout ce qui était possible, pour essayer de trouver une réponse. Mais aujourd'hui, j'en suis encore là. Donc c'est vraiment ce qui a été déterminant. Donc, à l'époque, j'ai 17 ans. Je viens de perdre mon grand-père. C'était la première mort à laquelle j'étais confrontée. Et du coup, ça a été hyper perturbant pour moi à l'époque. L'enterrement, tout ça, je vous en parle même pas, c'était catastrophique. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je pleurais beaucoup. J'étais vraiment extrêmement déprimée. J'ai mis énormément de temps à faire mon deuil, vraiment, mais les jours suivant la mort de mon grand-père, j'étais vraiment dans un état, un piteux état. Et en fait, une nuit, je pars me coucher, donc dans ma chambre, je m'endors, et ce qui se passe en fait, c'est que au milieu de mes rêves, va apparaître une vision extrêmement réaliste, extrêmement étrange, qui n'a rien à voir avec un rêve. Et c'est la première fois de ma vie que je fais ce genre de rêve qui pour moi n'est pas un rêve, mais du coup par la suite ça a déclenché à plusieurs reprises ce genre d'expérience. Alors moi j'ai appelé ça des rêves télépathiques, ça pourrait être aussi, des personnes pourraient dire que c'est des rêves en fait
par lesquels on arrive à avoir des communications. C'est un petit mélange de tout ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que d'un coup, j'arrive à voir ma chambre et j'arrive, comme si quelqu'un d'extérieur, en fait, était dans un coin de ma chambre, observait la pièce et je me voyais dormir, en fait. On pourrait dire que c'est une sorte de projection astrale, si vous voulez. Même si je pense que c'est un peu plus complexe que ça. Et donc, j'observe la scène, je me vois dormir, je vois la scène parfaitement comme elle se passe. Et en fait, mon téléphone portable posé sur mon bureau se met à sonner. On est en pleine nuit, je me réveille en sursaut. Donc là, je vois toujours cette scène d'un point de vue extérieur, comme si quelqu'un était dans un coin de ma chambre. Je me réveille en sursaut, je me jette sur le téléphone parce que je me dis mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Il était genre 2-3 heures du matin, je me dis mon Dieu, mais qui appelle à cette heure-là? C'est forcément une urgence. Je vois, alors là c'est bizarre parce que mon regard quand même se rapproche, donc là c'est comme si c'était mon vrai regard. Et je vois, alors à l'époque, on parle vraiment, c'est très très vieux, c'est sur les premiers portables hein, d'ailleurs qui sortaient à l'époque. On est genre en 1998. Ça mettait pas, je crois que ça mettait appel inconnu. Je sais plus ce que ça mettait, mais quelque chose comme ça. En gros, le numéro ne s'affiche pas. Je vois ça, je décroche. J'entends la voix de mon grand-père. Mon grand-père me dit « Coucou ma puce ». Je pleure directement parce que toute cette scène, en fait, vous voyez, c'était il y a très très longtemps, je m'en souviens encore dans les moindres détails. Et même la voix de mon grand-père, là, je l'entends. Dans cette vision, j'explose immédiatement en sanglots parce que j'ai conscience que ce qui se passe est impossible. Et je dis, mais c'est pas possible, pépère, t'es mort, tu peux pas me parler, machin. Mon grand-père fait, calme-toi, 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 j'ai quelque chose de très important à te dire. Et là, il me dit le truc. Je me réveille. J'explose en sanglots. Bon, j'essaie de me calmer, tout ça, machin, nanan. Je reprends un peu mes esprits et je me rendors. Et le lendemain, quand je me réveille, je me souviens que j'ai eu ce rêve. Parce que à l'époque, comme c'était vraiment la première expérience que je vivais comme ça, je savais pas ce que c'était en fait. Donc j'étais encore dans l'optique que c'était un rêve hyper prenant, hyper traumatisant, mais un rêve. Et je me dis, bah... Bon, a priori, dans ce rêve-là, tu avais un appel sur le portable, va toujours voir en fait. Et là, quand je regarde mes appels, je vois que dans la nuit, j'avais eu un appel à 2 h du matin, un appel décroché. Donc là, je me dis, ouais, c'est chaud en fait. Je me dis, c'est chaud, qu'est-ce que j'ai vécu? Et en fait, pendant cette vision, mon grand-père m'a dit quelque chose, un secret de famille qui concernait ma grand-mère. Et c'est un secret de famille dont je n'avais pas connaissance. Et j'ai pu le vérifier par la suite. Donc, à partir de là, en fait, tout s'est bousculé dans ma tête. Parce que, en fait, quand vous êtes confronté à un truc complètement fou comme ça, vous pouvez pas continuer de vivre normalement. En tout cas, il y a peut-être des gens qui le font. Moi, c'était pas possible. Je pouvais pas continuer de vivre et me dire, ouais, c'est bon, c'était un rêve. J'admire les gens qui arrivent à faire ça. Parce que moi, en fait, depuis ce jour-là, ma vie, ma réalité n'est pas la même que la vôtre, en fait. Et en fait, je suis dans une quête permanente d'essayer de comprendre. Alors, au départ, c'était d'essayer de comprendre ce qui s'était passé cette nuit-là. Puis après, en fait, de fil en aiguille, j'ai vécu d'autres choses, j'ai observé d'autres choses. Et plus ça a été, et plus j'ai observé des trucs de fou. Et moi, je le dis souvent, moi, je ne vis pas dans le même monde que vous, en fait. Moi, ma réalité, elle est complètement biaisée. Je suis complètement ailleurs. Ce jour-là, tout a basculé. Un petit peu comme la série à la télé, là, vraiment, c'est ce jour-là où tout a basculé sur cette expérience. Et 23 ans après, je n'ai toujours pas de réponse sur ce qui s'est passé. Alors, quand je vous dis pas de réponse, c'est pas véritablement vrai, parce que depuis le temps, j'ai quand même un statut, j'ai fait beaucoup d'enquêtes, donc j'ai des chemins de pensée, si vous préférez. La seule chose, c'est qu'on pourra jamais l'affirmer à 100%. Donc comme je vous disais, c'est que moi, par la suite, j'ai eu pas mal de phénomènes comme ça dans la nuit, au milieu de rêves, des rêves télépathiques. Donc c'est vraiment des transferts de télépathie qui se sont faits au moment où je dormais. Mais c'est des choses aussi que j'ai pu vérifier. C'est là où vraiment j'ai pu voir que je vivais des expériences avec des gens que je connaissais. Et ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que moi ça arrive souvent la nuit parce que moi je suis quelqu'un d'hyperactif et en fait je ne fais jamais de lâcher prise. Je fais partie de ces personnes qui ne savent pas méditer, qui ne peuvent pas le faire parce que vraiment c'est impossible pour moi. Et du coup le lâcher prise ne se fait jamais.
Et le seul moment finalement où il y a un véritable lâcher-prise, c'est au moment où je vais me coucher. Et donc là, je vis quasiment tous mes phénomènes. Et donc voilà, j'ai un chemin de pensée qui est que je pense que ça concerne plein de gens aussi, qu'il y a plein de gens qui vivent énormément de phénomènes en pleine nuit parce que c'est le seul moment où ils arrivent à faire un lâcher-prise, et c'est normal. Du coup, ceci explique cela. Maintenant, je n'ai pas de réponse sur ce qui s'est passé ce jour-là, comment mon grand-père, qui était décédé depuis 5 jours, a pu m'appeler sur un téléphone, a pu me parler, a pu matérialiser une voix alors qu'il n'a plus de corde vocale, enfin, etc., etc. Donc, en fait, à partir de ce phénomène, moi, je vous dis, j'ai été dans une quête d'essayer de comprendre ce qui se passait. Mais par contre, une quête dans l'ombre. Je voulais pas en parler autour de moi parce que j'avais toujours extrêmement peur. Et donc, en fait, je passais mon temps à la bibliothèque à lire des livres, des centaines de livres, des centaines, j'ai même envie de dire des milliers, parce que ça a duré des années. Et pendant toutes ces années, je pense que ça a été environ au moins 10 ans, je n'ai jamais dit aux gens que j'étais en train de sombrer profondément dans le paranormal et que j'étais en train de développer une passion. Et c'est véritablement ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai eu un attrait profond pour ce questionnement autour du mystère, autour de tout ce qui nous entoure et qui n'a pas de réponse en fait, dont personne n'a les réponses, même les scientifiques. Et même si je lisais beaucoup de livres scientifiques, tout ça, il y avait des approches qui pouvaient être intéressantes, des parallèles, mais qui n'étaient pas apportés par les scientifiques, beaucoup plus par moi, ce que je pouvais en déduire en me disant « Ah putain, ça peut être intéressant de lier ça à ça ». Mais je trouvais pas de réponse. Et j'ai sombré petit à petit, et j'ai commencé à acquérir en fait un savoir. Et en fait, autour de 27-28 ans, je commençais vraiment là à en parler ouvertement autour de moi. Vraiment, vous savez, des échanges basiques. Ah, moi, j'aime bien les histoires de fantômes, les trucs comme ça. Et du coup, j'ai écouté les histoires des uns et des autres. Moi, je racontais les histoires que j'avais pu vivre, tout ça. Alors, je racontais pas encore l'histoire de mon grand-père parce que ça a été un grand traumatisme et je voulais pas en parler. Mais je commençais à raconter déjà les trouvailles que j'avais pu trouver dans des livres, tout ça. Et je voyais que ça fascinait les gens. Et c'est là déjà, je me suis dit, ah, il y a un truc qui se passe en fait. Apparemment, j'en parle bien et j'aime bien en parler. Et puis les gens aiment bien m'écouter. Et donc, à partir de là, déjà, j'étais un petit peu moins dans le tabou. Je commençais à être dans le partage déjà vers 27-28 ans. Et en fait, on était aussi sur l'ère de Facebook, voilà, il y a pas mal de choses qui sont arrivées sur Internet, il y avait pas mal de forums aussi. Moi, j'essayais de trouver ma place au niveau d'une communauté dans le paranormal. C'est là où vraiment je me suis dit, il faut que j'intègre le paranormal. Ça m'intéresse, j'avais vu déjà qu'il y avait Ghost Adventures, Ghost Hunters, tout ça, je trouvais ça fascinant en fait ce qu'ils faisaient. Et je voulais intégrer une communauté. Et du coup, je cherchais des forums. Alors, il y avait à l'époque un forum hyper connu, je me rappelle même plus du nom, mais c'était le plus grand forum de paranormal, où j'essayais un petit peu d'aller traîner, mais alors, malheureusement, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont connu ce forum, mais tout le monde se faisait démonter. Si on racontait une histoire, on se faisait démonter par tout le monde, c'était ridicule. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la même ambiance encore aujourd'hui sur certaines pages qui parlent de paranormal. Dieu merci, de mon côté, ma communauté est plutôt bienveillante. Mais voilà, en tout cas à l'époque c'était ça, et moi du coup ça me plaisait déjà pas, quoi, c'était hors de question. Et j'ai fini par tomber sur le forum d'une personne qui s'appelle Michel Laurence. Alors, Michel Laurence, je sais que cette personne me suivait à une époque, je sais pas si elle regarde toujours mes vidéos. Si vous passez par là, Michel, je vous embrasse fort parce que il faut que vous sachiez que vous avez été un des points importants de ma vie dans le paranormal. Et donc je tombe sur le forum de Michel Laurence, qui est une médium, toujours aujourd'hui, qui travaille beaucoup avec la mémoire des lieux, et qui est absolument fascinante. Et sur son forum, elle est vachement dans le partage, et il y avait des équipes, des enquêteurs, tout ça, donc c'était cool en fait. Mais moi, cartésienne et chiante comme j'étais déjà à l'époque, moi j'écoutais les petites histoires de Michel Laurence avec passion, je lisais tout ce qu'elle disait, et je lisais vraiment avec respect. Mais j'avais mes questions de cartésienne, quoi. Et du coup, je me souviens d'une fois où vraiment, à force de lire ces histoires, ces rencontres, parce qu'elle, en fait, elle expliquait qu'elle était vraiment fascinée par la mémoire des lieux. Donc, en fait, elle, typiquement, c'est une médium qui va dans un lieu et qui peut, simplement en touchant la pierre ou en restant dans les lieux, vous dire ce qui s'est passé, qui a vécu là. Voilà, vraiment vous raconter tout ça. Et c'est vraiment fascinant. Mais elle racontait aussi sur son forum que dans son quotidien, si elle fermait pas les fameuses portes, elle se retrouvait des fois face à face à des entités, des personnes qui voulaient lui parler, lui délivrer des messages, et que ça pouvait être gênant tout ça, parce que voilà, souvent c'était pas attendu, quoi.
Et moi, du coup, c'est là où j'ai posé mes petites questions cartésiennes. Je lui disais, mais Michel, je comprends pas en fait. Si ces personnes sont décédées, comment il est possible que vous puissiez les voir ou les entendre? C'est physiquement pas possible en fait. Et c'est là où je vous dis qu'elle était profondément patiente parce que bon, j'imagine que déjà c'est le genre de questions que tout le monde pose tout le temps. Et du coup, c'est là où elle m'a expliqué les fameuses modulations de fréquences qui font que bah, du coup, les personnes décédées peuvent utiliser les fréquences. Et entre autres, c'est pour ça qu'on va utiliser la transcommunication instrumentale pour pouvoir enregistrer des voix et qu'on ne peut pas les entendre. Mais elle m'expliquait le processus du coup. Et moi, comme j'étais toujours cartésienne, et pourtant, vous voyez, j'avais vécu le truc avec mon grand-père, hein. Mais je la croyais profondément, mais juste j'étais là, ouais, bon, bah moi je crois que ce que je vois. Les jours passent. Je rigole parce que je l'ai vraiment payé cher. Les jours passent. Je suis tranquillement chez moi, il n'y a absolument personne. Alors je préfère vous le dire, à l'époque je vivais en colocation avec 2 autres personnes, mais vraiment ces personnes à ce moment-là ne sont pas là. Je suis entièrement seule, il n'y a pas de bruit, je suis installée dans mon salon en train de lire un livre, et vraiment je suis concentrée dans mon livre, il n'y a vraiment aucun problème. Et là d'un coup, j'entends, mais d'une voix si forte, si on peut parler. Vraiment, ça a dit ça, si on peut parler. J'ai fait un bond, mes amis. J'ai fait un bond, mais j'ai fait un roulé-boulé. J'ai sauté du canapé, j'ai fait un roulé-boulé. J'ai regardé derrière, j'étais sûre qu'il y avait quelqu'un. J'étais sûre. En fait, une fois de plus, à chaque fois qu'il m'arrive des trucs, moi de toute façon, c'est le danger humain. Et le danger réel et humain, en fait. Vraiment, on est sur les trucs genre les psychopathes. Quelqu'un va me tuer, quelqu'un est rentré chez moi, quoi. Et donc, je me retourne, je me dis, allez, c'est bon, il y a quelqu'un qui est chez moi, il n'y a personne. Donc, je fais quand même le tour de toutes les pièces, même si je savais pertinemment qu'en une seconde, la personne n'avait pas pu s'enfuir et se volatiliser, s'il y avait vraiment quelqu'un chez moi. Il n'y a personne, vraiment, c'est confirmé, il n'y a personne, les fenêtres sont fermées, il n'y a rien. La télé n'est pas allumée, vraiment, il n'y a rien, ça vient pas de mon portable, rien, rien, rien. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me ressaisir, parce que j'ai eu vraiment... si j'avais été cardiaque, je pense que j'aurais vraiment pu faire une crise cardiaque. C'était vraiment hyper effrayant. Mais ce qui a été intéressant, c'est que quand j'ai réussi à me poser et à me calmer un peu, et il m'a fallu vraiment, je pense, une bonne heure ou deux, j'ai réussi à me rappeler vraiment des détails du phénomène et comment c'est arrivé. Et en fait, cette voix, c'est là où je vous dis je l'ai bien payée, c'était pas une voix comme si quelqu'un me parlait à côté. C'était pas non plus une voix dans ma tête. En fait, si je pouvais vous l'imager, c'est comme si une petite boule ou un petit insecte, quelque chose, était rentré dans mon oreille et avait explosé dans mon oreille. Et en fait, ce son, c'est comme s'il avait explosé, mais qu'il était venu dans mon oreille. Et là où je vous dis où c'est intéressant, c'est que je pense au moins pendant 30 minutes, j'avais là, autour de l'oreille et au niveau de la nuque, de ce côté-là, parce que ça arrivait, je m'en souviens encore très bien, ça arrivait dans cette oreille. J'avais la chair de poule, mais qui prouvait vraiment que physiquement j'avais vécu un truc en fait. Et ça partait pas, c'est vraiment resté une bonne demi-heure. Et de toute façon, je vous dis, hein, la tachycardie, elle est restée au moins 1 heure. Hein. C'était chaud, hein. J'étais dans un état, c'était pathétique. Et après coup, alors vraiment, je n'ai pas rigolé à ce moment-là, et j'ai pas rigolé pendant un bon moment, mais après coup, et surtout aujourd'hui, j'en rigole parce que je me dis, bah tu l'as payé cher en fait. Et c'est, je pense, bah ça a été une sorte de façon de me répondre et de me faire comprendre que si, bah bien sûr qu'on peut parler et bien sûr que vous pouvez nous entendre en fait, c'est absolument possible. Et d'ailleurs, il y a un autre truc qui est intéressant par rapport à cette voix, c'est que, encore aujourd'hui, parce que je vous dis, je l'entends encore là dans mon oreille, il y a quelque chose au niveau de cette voix qui est assez incroyable, qui est que c'était une voix unisexe. Même déjà à l'époque, je m'étais fait la réflexion, j'aurais été incapable de dire si c'était un homme ou une femme qui parlait. Et vraiment, c'est trop bizarre. Enfin, je pourrais pas mieux le décrire que ça, en fait. Impossible de dire si c'était un homme ou une femme. C'était vraiment une voix unisexe, mais juste une voix qui a utilisé des modulations de fréquence pour se faire entendre, qui arrivait dans mon oreille, qui a explosé, et que j'ai bien entendu. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir de ce phénomène, plus ou moins, il y a eu une sorte d'enchaînement qui dure toujours, de phénomènes, et dont certains phénomènes qui sont récurrents. Mais il y a eu une période vraiment, je dirais de 2 ans, où les phénomènes ont pu être observés, pas seulement par moi,
Et dans des endroits, du coup, entre autres celui où j'étais en colocation, où il se passait absolument rien avant, en fait. Et il faut se dire aussi qu'à ce moment-là de ma vie, donc déjà je traînais en effet sur les forums, j'étais tombée dans le rabbit hole, hein. C'était fini, c'était vraiment ma quête en fait, je voulais vraiment aller sur le terrain, devenir chasseuse de fantômes, c'était bon, c'était là quoi. Et en fait, j'ai l'impression qu'à ce moment-là de ma vie, où vraiment j'étais sur le point de commencer ma carrière de chasseuse de fantômes, il y a un truc qui s'est passé, et je vous dis qui fait pas partie de mes croyances, parce que parfois, les gens qui viennent sur les événements Ghost Hunt me demandent, ils me disent « Ouais, mais est-ce qu'après ça, il va y avoir plus de phénomènes paranormaux? Est-ce que je vais voir plus de fantômes? Est-ce que machin ?» Et je dis « Non, pas forcément. En tout cas, moi, je crois pas, en fait, que les fantômes vous suivent après chez vous. Je crois pas à ça. Des mauvaises énergies qui peuvent se coller un peu, oui, mais après, il faut juste se nettoyer. Mais je dis souvent non. Et après, ce que je dis par contre, c'est que de faire une soirée comme ça, quand on fait sa première enquête, après... ça ouvre l'esprit, on apprend à se concentrer, on apprend à observer les phénomènes et surtout à faire attention en fait. Donc d'un sens, on peut se rendre compte qu'il y a plus de phénomènes. Donc en vérité, moi quand je vous dis qu'à partir de ce moment-là, il y a eu un tas de phénomènes, je ne sais pas en fait s'il y en a eu plus qu'à l'accoutumée, ou je ne sais pas si finalement j'ai fini par faire attention. Mais par contre, moi j'ai eu l'impression à l'époque que c'était violent d'un coup. Et je vous dis, j'étais pas la seule à l'observer. Donc ce qui se passe en fait, c'est qu'à l'époque, on a vécu dans ce logement, qui était un logement absolument basique et récent, et il y a commencé à avoir des trucs hyper chauds, genre des objets qui étaient vraiment projetés, et qui étaient observables par nous, par vraiment les personnes qui vivaient dans ce lieu. Je me souviens aussi d'une fois qu'un de mes colocs était sous la douche, et moi j'étais en train de regarder la télé, et en fait à un moment, il sort comme une furie de la douche, avec encore la mousse partout, il me fait « Mais quoi ?» et tout. Je fais « Quoi ?» Enfin moi j'étais tranquille devant la télé depuis tout le long en fait, et je comprends pas, et je fais mais qu'est-ce qu'il y a et tout. Et il me fait mais pourquoi tu frappes comme ça à la porte, qu'est-ce qu'il y a, en plus tu cries mon nom et tout. Quoi? Et je vois, il me croit pas quoi, je dis mais c'est vraiment, moi je suis là devant la télé depuis tout à l'heure, je te jure, j'ai pas bougé quoi. Et il me dit mais non mais t'es folle et tout, ça fait 10 minutes que tu tapes sur la porte en criant mon nom, mais t'as rien à faire ou quoi machin et tout. Je fais je te jure que j'étais là. Et vraiment il m'a pas cru. Et en fait, moi je sais pertinemment que j'étais devant la télé. Le seul problème, c'est que lui, j'ai bien vu à sa réaction qu'il avait vraiment vécu un truc. Mais par contre, moi j'ai jamais entendu de mon côté que quelqu'un tape à la salle de bain. Et ça, c'est quand même chaud en fait. C'est-à-dire que lui a vécu un phénomène, et moi, j'ai vraiment absolument rien entendu. Donc c'était vraiment un phénomène qui lui était destiné. Mais ce qui s'est passé 5 minutes après, c'est qu'en fait, il était sous la douche, et en fait, le rideau de douche, ça a fait comme si une main passait comme ça sur le rideau. Et là, du coup, il a tiré parce il me pensait me voir derrière en train de lui faire une blague encore, et j'étais pas là, et il est ressorti encore comme une furie. J'étais tranquillement assise devant la télé comme avant, et là, il a compris. Et là, on a halluciné. Et là, on s'est dit, c'est chaud, ça commence à être chaud, il y a des objets qui sont projetés, il commence à y avoir des trucs hyper violents comme ça. Jusqu'au jour où moi-même, j'ai vécu mon petit phénomène. À ce jour-là, je peux vous dire que j'ai pas rigolé. Et d'ailleurs, c'est, pour ma part, ça a été le premier phénomène d'une séquence de phénomènes du même type qui me poursuivent jusque maintenant. Et c'est là où je vous dis, où je ne sais pas si je ne faisais pas attention avant, mais en tout cas, à partir du moment où j'ai fait attention, je n'ai vu que ça. Alors cette scène va être très compliquée à décrire, du coup je suis obligée de vous montrer un plan pour essayer de vous décrire la scène, parce que sinon vous n'allez pas comprendre ce que j'essaie de vous dire. Donc ce matin-là, je me réveillais et je sortais de ma chambre pour aller me préparer pour aller au travail. Quand je sors de ma chambre, en fait, il faut savoir que ma chambre donnait sur un couloir et que de l'autre côté, en fait, il y avait le salon. Et en fait, le salon dont les fenêtres étaient ouvertes, et vu que c'était le lever du soleil, en fait, il y avait une partie du couloir devant moi quand je sors qui est illuminée, avec l'encadrement de la porte du salon. Et moi, j'ouvre la porte et je commence à sortir, et je vois dans l'encadrement de la porte du salon, qui est donc la porte juste à côté de ma porte, une ombre. Mais je la vois projetée au sol, en fait. Et à ce moment-là, une fois de plus, parce que moi, en fait, à chaque fois qu'il m'arrive un truc, ma première pensée n'est pas paranormale, je me dis c'est mon coloc. Et du coup, je reste fixe comme ça, et je regarde, mais j'étais mort de rire dans ma tête, en fait, hein. Je reste fixe comme ça, je regarde l'ombre et tout, je fais putain, qu'est-ce qu'il est con.
Et je vois l'ombre qui recule. Et je fais, ah d'accord, en plus ça veut faire des blagues de bon matin comme ça et tout. Et en fait, ce que je fais, pardon, c'est que je saute comme ça devant la porte, genre pour faire peur à la personne qui voulait, elle. Enfin, moi dans ma tête, c'était, ok, la personne va aller se planquer pour me faire peur. Et en fait, je vous dis ça parce que mon deuxième coloc, il était comme ça en fait, il faisait tout le temps des blagues. Donc je me dis, ah, c'est bon, ce matin-là, il va pas m'avoir. Je saute devant la porte comme ça, genre, hey. Et ben, il y avait personne. Et là, du coup, ouah, putain, en fait, j'ai eu une sorte de haut le cœur, en fait. Ça m'a vraiment fait peur. Là, je me suis dit, ouais, c'est chaud. Parce qu'en fait, la fenêtre qui apportait la lumière dans le couloir, comme ça, n'avait pas de vis-à-vis. Donc, c'était impossible. On était haut dans les étages, on n'avait pas de balcon. Il n'y avait personne, en fait. Donc, une fois de plus, j'ai quand même vérifié toute la maison. Mes colocs dormaient profondément. Il n'y a personne qui s'était levé. J'avais vu personne courir une fois de plus. Et je peux vous dire que quand vous assistez à ça, surtout quand vous comprenez le mécanisme de l'ombre projetée, qui n'est pas compliqué, hein, une ombre projetée, c'est simplement l'ombre d'un objet qui fait dos à la lumière, en fait. Mais ça veut dire que pour avoir une ombre projetée, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc là, il y avait une ombre projetée au sol. Et il y avait quelqu'un que je ne voyais pas dans mon salon. Et donc là, en fait, je vous assure que je me suis préparée très vite et je me suis vite barrée. Mais ça m'a beaucoup travaillé. Mais le truc, en fait, c'est qu'à partir de là, ce phénomène a été récurrent. Et en fait, je vais pas vous dire de façon quotidienne parce que ce serait complètement faux, mais de façon récurrente, je fais face à des ombres qui ont un comportement assez étrange en fait. La deuxième fois où je m'en suis rendu compte, c'était quelques mois plus tard, et cette fois-ci j'avais déménagé dans un petit logement. J'étais seule et j'étais en train de regarder la télé une fois de plus, tranquille. Il y avait personne chez moi. En fait, moi, du coup, j'étais adossée comme ça sur mon lit, je regardais la télé en face. Et en fait, il y avait sur le côté un petit couloir et un petit recoin comme ça. Et à cet endroit-là, en fait, je me sentais vraiment observée. Vous savez, dans le coin de l'œil, là, je me dis, putain, mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui me regarde. Et au bout d'un moment, c'était tellement lourd, j'ai tourné la tête d'un coup, en fait. Et là, sur le mur, j'ai vu une ombre projetée disparaître. Mais vous savez, l'ombre projetée de quelqu'un qui serait comme ça, en train de me regarder par le mur, et qui fait ça. Et genre, c'est vraiment le mouvement que j'ai vu. Et genre, bah là c'est pareil, j'ai blanchi, j'étais là. Ok. Alors je me suis dit, attends, une fois de plus la cartésienne, et c'est très bien d'ailleurs. J'ai essayé de reproduire moi en fait, en essayant de refaire le mouvement que j'avais fait, machin. Bon après j'étais immobile devant la télé, donc je me disais c'est pas possible. J'ai essayé de faire plein de trucs, vraiment. Et j'ai pas réussi à reproduire ce que j'avais vu, en tout cas moi. Donc j'en ai déduit que ce n'était pas moi. Et que c'était bien cette ombre projetée qui était une fois de plus ici, qui était donc l'ombre projetée de quelqu'un ou quelque chose que je ne pouvais pas voir. Et pourquoi, une fois de plus? Pourquoi, une fois de plus, cette ombre semble être chez moi? Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle m'observe, en fait? Mais rien, à part ça, pas de phénomène, quoi. Et ça, ces ombres-là, je les surprends très régulièrement. J'en ai vu, je pense, une bonne quinzaine depuis la première que j'ai vue. Partout où je vais. J'ai vécu en Crète, il y en a eu. Et là, vraiment, c'était hyper impressionnant. Je me souviens d'une fois où j'étais avec une amie. La nuit était tombée, mais il y avait des lampadaires où on était, c'était vachement bien éclairé. Et d'un coup, j'ai vraiment vu l'ombre projetée, une fois de plus, c'est ça qui est fou, de quelqu'un qui courait pour aller se planquer derrière un mur. Et j'ai sursauté, mais pareil, c'est des réactions physiques aussi qui montrent bien que il se passe quelque chose. Et on est allé vérifier avec mon amie et on n'a rien vu en fait. Et elle l'avait vu aussi. Et donc en fait, il y a un truc qui se passe avec ces ombres qui font que à chaque fois que je les surprends, elles se barrent. Mais elles sont autour de moi. Et en fait, ce qui va les faire en sorte que je les grille, c'est surtout la lumière qui projette leur ombre en fait. Mais je ne sais pas ce que c'est. Moi j'aurais tendance à vous dire, pour moi c'est pas fantôme en fait, hein, mais je ne sais pas ce que c'est. Et donc voilà, j'ai des ombres projetées un peu partout, de temps en temps, et ça m'inquiète pas plus que ça, parce que je vous dis, il n'y a rien de plus derrière, mais il y a un truc qui se passe. Il y a un truc, c'est là où, quand j'ai commencé à vivre ce phénomène d'ombre, j'ai compris déjà à l'époque qu'il y avait quelque chose de plus. Il y avait d'autres choses, il y avait des choses qui étaient encore plus complexes que la vie après la mort, que les fantômes, tout ça.
et que peut-être même qu'il y a des choses qui nous entourent qu'on ne sait vraiment pas ce que c'est et qu'on peut vraiment pas l'expliquer. Et moi, vraiment, de voir ces ombres projetées, j'ai quand même conscience qu'il se passe un truc. Mais le truc, c'est que en fait, il m'arrive d'autres phénomènes, pas d'ombres projetées, mais en tout cas Je vais utiliser le terme entité une fois de plus parce que pour moi, c'est assez global en fait, hein, c'est simple du coup pour moi, avec des entités que je peux pas voir. Mais des fois, ça va un peu loin en fait. Et ça, j'en ai même vécu très, très récemment dans le logement où je suis. C'est pour ça que je vous dis, de logement en logement, j'ai beau déménager en fait, il y a toujours ces phénomènes. J'ai pas l'impression, je vous dis quand même, parce qu'il y en a certains, ils sont assez gros, je vais vous les raconter, mais j'ai pas l'impression que quand j'étais plus petite, je les vivais. Maintenant, je vous dis, est-ce que ma mémoire les a effacés? Est-ce que je faisais pas attention? Je sais pas. Mais des fois, je me dis, mais c'est fou en fait, quoi. La seule différence, c'est que j'ai appris à m'y habituer, et du coup, ça me fait presque plus peur en fait. Juste, ça m'interroge beaucoup, mais ça me fait presque plus peur. Donc, dans ces phénomènes que j'ai pu vivre, toujours avec ces entités qui sont présentes autour de moi, que je peux voir juste parce que je peux voir leur ombre, et sinon je peux pas les voir, il s'est passé d'autres choses, comme je vous disais. Alors, on va dire dans le truc le plus horrifique et vraiment le truc qu'on peut voir dans les films et qui font qu'on se dit j'ai pas envie que ça m'arrive. Alors, vous savez, quand vous sortez pas les pieds de la couette parce que typiquement vous vous dites que on va venir vous chatouiller les pieds dans la nuit, on va venir vous tirer par les pieds là. Vous savez, vous vous protégez sous la couette, vous dites c'est bon, je suis protégée. Vous voyez? Et ben malheureusement, moi avant ce phénomène-là, j'avais une passion dans la vie, c'était de dormir moi les pieds à l'extérieur. Je m'en foutais, je me disais ça peut pas arriver en fait. Eh bien c'est arrivé, et je vais vous avouer que ça a été très désagréable à vivre, donc j'étais évidemment en train de dormir et j'ai été réveillée par quelqu'un qui me chatouillait très franchement un de mes pieds. J'ai senti des doigts, j'ai senti des bouts de doigts, voire des ongles me gratter les pieds comme ça. Je me suis réveillée en sursaut, alors je vous le dis une fois de plus parce que vous allez vous dire non mais c'était quelque chose dans la chambre, une mouche ou je sais pas quoi. J'ai tout vérifié, alors je vous dis... La théorie de la mouche, on va l'oublier. Parce que vraiment, j'ai beaucoup senti trop de choses au niveau de mes pieds, mais je me suis vraiment réveillée une fois de plus en sursaut, dans la peur limite à tomber par terre. Mon pied n'a pas frotté quelque chose, c'est vraiment, on m'a touché les pieds, c'est sûr et certain. Donc, je me suis réveillée en sursaut, il n'y avait rien. En tout cas, rien que je pouvais voir. Et j'ai un autre phénomène aussi un peu dans le même genre qui s'est passé et il n'y a pas longtemps. Pareil, je dormais et là vous comprenez maintenant hein, que de toute façon la majorité des phénomènes que je vis sont à ce moment-là. Ou alors quand je suis en lâcher prise devant la télé, des choses comme ça en fait, là où vraiment j'essaye pas de contrôler mon esprit et mon cerveau. Je dormais et du coup je me réveille en sursaut dans mon logement actuel, là exactement où je suis. Mais je ne sais pas pourquoi. Vraiment. Je me réveille en sursaut comme si c'était passé un truc. Et là, dans l'encadrement de ma porte, alors ma chambre donne sur un couloir, et dans l'encadrement de ma porte, j'entends 3 rires. 3 rires je dirais, de personnes qui pourraient être assimilées, genre adolescentes ou assez jeunes en tout cas. Évidemment, je ne vois rien. Donc, ça dure une seconde, hein. Ça dure pas 10 minutes, ça dure une seconde. J'entends 3 rires, genre, comme si je devais imager cette scène, hein, vraiment, essayer de comprendre ce qui s'est passé, comme si 3 personnes s'étaient amusées à vouloir me réveiller, qu'elles m'avaient réveillée d'une façon ou d'une autre, et de voir que je me réveille, du coup, bah, ça les fasse marrer, tout simplement. Et là, en fait, moi, ça m'a pas fait peur. C'est-à-dire, je suis restée comme ça à regarder, je voyais rien. Comme d'habitude. Je me suis levée, évidemment. J'ai regardé autour, machin. On était en pleine nuit, il n'y avait pas de bruit dehors. Enfin, je vous dis une fois de plus, il y a un moment où je suis d'accord, je suis cartésienne et il y a souvent des phénomènes que je débunk et je dis voilà, c'était naturel, c'était ci ou ça. Il n'y a pas de problème avec ça en fait. Mais il y a des fois où vraiment, je pense qu'il ne faut pas insister. Et là, je sais pertinemment, c'était devant ma porte. De toute façon, c'était à 2 mètres de moi. Je sais que j'ai entendu des rires, je sais que c'était pas les voisins, ils étaient là en fait. C'était 3 rires, un mélange de filles et de garçons, peut-être même que je pourrais même vous dire 2 filles, c'est assez étrange. Hein. Et en fait, je vous dis, voilà, ça a duré une seconde, j'ai fait le tour de chez moi, il y avait rien, puis c'est pareil, moi je vois pas et je sens pas surtout. Donc je suis passée, ils étaient peut-être encore là. Enfin, vous voyez, j'en parle vraiment comme si c'était vraiment des entités qui étaient là, mais
Ou alors peut-être qu'elles avaient disparu, ou peut-être qu'elles sont pas physiquement là, en fait. C'est ça qui est... C'est vraiment trop étrange, quoi. Mais il s'est passé ça. Et vraiment, je vous dis, fort. 3 rires très forts. Et je me suis rendormie. Parce qu'il faut bien dormir, et parce que moi, je vous dis, je me suis habituée maintenant, c'est comme ça, quoi. Mais ça par contre, c'était assez déroutant. C'était vraiment complètement fou. Dans le même genre, et toujours dernièrement, je suis réveillée par un bruit. Un bruit que j'entends d'abord dans mon rêve, mais que je comprends qui arrive dans ma réalité, en fait. Et ça me réveille. Et du coup, je commence à ouvrir les yeux, comme ça, j'entends que ce bruit, il est vraiment autour de moi. J'arrive, au fur et à mesure que je me réveille, j'arrive à le préciser, j'arrive à me rendre compte, en fait, que ça gratte sur mon oreiller. Vraiment, près de mon oreille, c'est comme si ça grattait comme ça. Du coup, en fait, mon premier réflexe sans bouger, c'est que je regarde où sont mes mains. Je regarde, je suis complètement immobile, et le bruit continue. Je lève ma tête, parce que là, je me dis, en fait, une fois de plus naturel, je me dis, ah, c'est bon, il y a un animal, il y a un rat, serpent, j'en sais rien, il y a une bête qui est en train de frotter mon oreiller, là. Je me lève, effrayée, donc je saute du lit, machin, parce que je me dis, si c'est un serpent, je vais me faire mordre. J'avais trop peur. Et non, en fait, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'animal, il n'y avait rien. À partir du moment où je me lève, le bruit s'arrête, mais c'est pareil, on n'est pas sur un petit bruit, en fait. C'est pas un petit bruit de frottement, on était vraiment sur quelque chose qui gratte. Et le truc qui est, maintenant que j'y repense, parce que j'allais vous parler d'un autre phénomène, j'ai vécu un phénomène à peu près similaire en Crète, qui était tout aussi fou, et pareil sur des grattements. Et pareil, en fait, j'étais sur une phase où j'étais en train de dormir, mais où j'étais pas loin non plus du réveil. Donc vous savez, cette fameuse phase un peu lucide où on est entre le sommeil profond et le réveil. Et du coup, j'étais quand même encore en train de rêver. Mais j'avais déjà pleine conscience du monde autour de moi. À cette époque, mon propriétaire qui habitait sur place aussi dans la maison d'à côté faisait beaucoup de travaux. Et j'entendais déjà qu'il était de bon matin, là, en train de faire ses petites choses, ses petits travaux. Et j'entendais aussi des gros frottements. Et je me demandais justement, vu que j'étais en train de doucement de me réveiller, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais est-ce qu'il est devant la maison, là? Et en fait, au fur et à mesure que je me réveille, je me rends compte que le bruit, c'est plutôt des énormes grattements sous mon lit. Et plus précisément, sous le plancher de mon lit. Et moi, du coup, je vivais, à même le sol, en fait, il n'y avait rien en dessous, il n'y avait pas de parking, tout ça, machin, ou d'autres logements, en fait. J'étais vraiment, en dessous de mon logement, c'était vraiment la terre, en fait. Mais après, bon, moi, j'avais pas les plans de la maison, donc je ne savais pas précisément, en fait, s'il y avait un tunnel ou quelque chose. Mais j'entends vraiment comme si... Alors, je vais pas vous dire quelqu'un, parce que du coup, sur le coup, ça m'a semblé être animal, mais un gros animal. Genre un chien qui serait en train de gratter très fort, mais du coup sur mon plancher en dessous, je me dis putain. En fait, pour tout vous dire, ma première pensée, une fois de plus, elle a été naturelle, parce que quand je me suis réveillée et que j'ai vraiment entendu ces bruits-là, je me suis dit putain, il y a un chien bloqué en fait, qui a dû s'infiltrer, je sais pas, dans un tuyau machin, il est bloqué, il est en train de gratter quoi. Et du coup, ça résonne dans ma chambre. Et au bout de quelques secondes, ça s'arrête et ça ne reprend pas. Et moi, malgré tout, je m'habille, je vais voir le proprio et je lui dis... déjà, je lui demande s'il n'est pas descendu, s'il n'y a pas des gars qui sont en train de faire des travaux en dessous dans les tuyaux, machin. Il me dit non, c'est impossible, c'est vraiment trop petit, machin, nan, nan. Je lui dis, est-ce que c'est possible qu'il y ait un animal, machin, qui se soit infiltré? Il me dit non, vraiment, l'espace qu'il y a et les tuyaux, ce serait pour un tout petit animal, genre rat, quoi. Je fais non, moi j'ai entendu des bruits, donc je lui dis la vérité, hein. Je dis j'ai entendu ça, ça, ça. Il me dit, bah écoute, en tout cas, chien, tout ça, gros animal, c'est impossible, l'humain encore plus. Et du coup, il est quand même allé vérifier, il n'a pas trouvé d'animal. Dans les tuyaux, en plus, c'est des tuyaux d'eau, donc c'était pas possible. Et on n'a jamais eu le fin mot de l'histoire, mais en fait, je me rends compte que ça aussi, c'est une sorte de phénomène récurrent, en fait. C'est des histoires de frottement, grattement, près de moi, comme ça, mais extrêmement fort. Alors, est-ce que c'est paranormal ou pas? Moi, je pense que c'est paranormal dans le sens où moi, je peux pas l'expliquer de toute façon, mais est-ce que c'est fantôme? C'est ça, en fait. Pas forcément. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est ça le truc, c'est ça qui est complètement fou, quoi. Et je vous dis, c'est ça qui est dommage dans les phénomènes qu'on vit au quotidien, c'est qu'en fait, déjà, ils passent très très vite. On n'a pas le temps, en fait, déjà, de réagir et vraiment de rebondir par rapport à ce qui se passe. Souvent, on reste immobile, on est complètement paralysé par la situation.
Et personne n'attrape son portable pour enregistrer ce qui se passe ou filmer. Les gens, souvent, ils reprochent ça aux gens qui vivent des phénomènes paranormaux en leur disant « Mais pourquoi vous n'avez pas filmé? Pourquoi vous n'avez pas pris de photos ?» Mais parce qu'en fait, on n'a pas le temps, quoi. Moi, je vis pas avec un appareil photo greffé sur ma main, et même si je vis des phénomènes très très souvent, c'est pas un réflexe que j'ai encore, quoi. Et je pense que je l'aurai jamais de toute façon, parce qu'il faut vraiment être extrêmement rapide. Et donc voilà, donc il y a eu ce phénomène, et je vous dis, j'en ai vécu encore quelques-uns comme ça, où j'étais réveillée par des bruits, par des voix, par des touchés, où on tirait ma couette, donc c'est un peu étrange comme comportement. Après, dans un de mes derniers logements sur Paris, j'ai eu aussi cette fameuse apparition. Alors là, j'avais carrément fait une vidéo, parce que en fait, ce qui était rigolo, c'est que sur toute ma carrière de chasseuse de fantômes, j'ai pour moi été confrontée à beaucoup de phénomènes paranormaux, alors complètement divers, mais je n'avais jamais vu une entité, je n'avais jamais vu quelqu'un. À part peut-être Monsieur Bonaventure, mais on ne sait pas qui était Monsieur Bonaventure. Mais du coup, j'avais jamais vu en fait. Et là, je suis rentrée un jour chez moi dans ce logement où en fait, il y avait, avant d'accéder chez moi, une sorte de patio. Je revenais des courses, donc j'étais hyper chargée. J'ouvre la première porte, je passe dans le patio, j'ouvre la porte de chez moi, je vais jusqu'au canapé pour poser les courses et je me retourne pour aller fermer les portes parce qu'une fois de plus, vous l'avez compris maintenant, j'ai extrêmement peur des gens et de me faire agresser en permanence. Donc pour moi, là, je pense tout le temps sécurité tout de suite, donc c'est va fermer les portes. Je me retourne et au moment où je me retourne, je vois là, à 1 mètre de moi, un mec. Évidemment, vous avez compris maintenant, pour moi tout de suite ce n'est pas un fantôme, c'est un mec qui m'a suivi et qui va m'agresser et me tuer. Et donc j'hurle, je me jette en arrière parce que bien sûr, évidemment. Et en fait, je pense qu'on doit avoir une sorte de réflexe en fait quand on crie. On doit fermer les yeux. C'est peut-être, je me suis jamais renseignée, mais on doit fermer les yeux. Et en fait, je me rends compte que j'ouvre les yeux, il n'est plus là. Donc là, évidemment, je fouille partout, je regarde partout, où est-ce qu'il est, machin, il n'est pas là. Et il n'y avait pas d'homme en fait, tout simplement, parce que c'est pareil, ça a duré un quart de seconde, donc c'est impossible qu'il ait pu partir ou se planquer, machin. Et là, je me rends compte en fait que c'était un fantôme. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que au niveau de ma tête et de mon corps, ça a été une sorte de relâchement, genre, ah, c'est bon. Genre, je préfère carrément voir des fantômes que voir des vrais gens dans ma maison. Après, on s'entend, hein, quand je parle de vrais gens, c'est genre des gens qui n'auraient rien à faire là, des gens dangereux, quoi. Là, j'ai pu me calmer, essayer de me concentrer un petit peu pour voir un petit peu ce que j'avais vu exactement. Alors ce que je peux vous dire, c'est que c'était pas transparent, c'était pas une projection, c'était pas vaporeux, il y avait véritablement un homme chez moi. La seule chose, c'est qu'il était de 3/4, il était pas face à moi. Je peux garantir, je pense, qu'il n'avait pas conscience que j'étais là. Pour moi, c'était vraiment, on était vraiment sur la mémoire du passé. En fait, je pense que j'ai vraiment vu quelqu'un du passé. C'était un homme brun, plus petit que moi, avec des cheveux un peu longs jusque la nuque. En fait, pour moi, cette vision, c'était comme une image fixe, mais comme une projection, comme un hologramme en fait. Je sais pas trop comment expliquer. C'était pas quelqu'un qui était en train de respirer, c'était pas quelqu'un qui était en train de bouger en fait. Mais par contre, c'était vraiment quelqu'un en 3D. C'était pareil, je me demande aujourd'hui si je l'avais approché, si je l'avais touché, si j'aurais pu le toucher, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ressemblait vraiment à quelqu'un qui était chez moi, quoi. La seule chose, c'est que ça faisait plutôt image. Fixe, complètement fixe. Et donc j'ai vu les cheveux, j'ai vu des vieux vêtements, des vêtements que j'aurais assimilés peut-être à quelqu'un du 20e, c'est sûr, mais peut-être début 20e. Des vêtements larges, et pas forcément quelqu'un qui serait bourgeois ou très riche, en fait, plutôt quelqu'un de la classe moyenne. Et voilà, ça s'arrête là parce que ça allait beaucoup trop vite. Maintenant, une fois de plus, je suis persuadée de ce que j'ai vu. Ce n'était pas une illusion d'optique, c'était pas dans ma tête. J'ai vraiment vu quelqu'un, mais je vous dis, moi je pense que ça appartenait au lieu, et j'ai vu une image du passé où, une fois de plus, cette fameuse théorie que moi je peux avoir sur la distorsion des mondes, sur la croisée des mondes et cette notion du temps qui est complètement biaisée, peut-être qu'à ce moment-là, ma dimension a croisé une autre dimension, mais à une autre époque en fait, et que j'ai vu quelqu'un, et ça a duré un quart de seconde. C'était hyper impressionnant, mais c'est l'un des phénomènes les plus intéressants auxquels j'ai pu assister. Je vais vous raconter une dernière histoire, et je vais m'arrêter là, parce qu'au final, ça pourrait aller très très loin, parce que j'en vis beaucoup plus, mais je vous raconte vraiment les grosses histoires.
Alors cette histoire-là, ce qui est bien, c'est qu'on l'a vécue à plusieurs. Mais par contre, c'est une histoire un peu touchy. Je l'ai racontée dans le podcast, celle-là, je le sais. Et j'ai énormément de mal à la raconter parce que elle est vraiment bizarre. Elle est vraiment bizarre et en plus, il y a un côté un peu dérangeant dans le sens où on se demande encore aujourd'hui ce qu'on a vu et si on n'aurait pas dû s'arrêter, mais vous allez comprendre. Je faisais un road trip en Californie avec 5 amis à moi. On avait un grand SUV, on faisait vraiment tout le tour de la Californie pendant 3 semaines, c'était absolument génial. Et à un moment, en fait, on était entre San Francisco et Los Angeles. En fait, il faut savoir que là, il y a une route qui longe la côte qui est ouf. Les paysages sont complètement dingues. C'est une route, en fait, si on prend le temps, ça peut prendre 2 jours, en fait. Et c'est vraiment trop beau. On traverse plusieurs villes, plusieurs paysages, tout ça. La seule chose avec cet endroit, c'est qu'en fait, il y a une chance sur 2 de se taper le brouillard, qui est un brouillard vraiment, j'ai envie de vous dire, de bâtard, parce qu'on voit vraiment rien. Et du coup, ça sert à rien de prendre cette route, parce que du coup, on voit pas le paysage, et c'est le plus important. Et bah, on est tombé sur cette fois-là, en fait. Hein. On s'est tapé le brouillard du début à la fin. Donc, on était complètement dégoûtés. Et en fait, à un moment, on traversait la forêt de Big Sur. Donc, Big Sur, c'est genre une forêt avec des pins géants. C'est un truc de malade. Et on traversait, et on était sur cette route, en fait, on était vraiment seuls sur cette route. Le brouillard, c'était une purée de poids, la nuit était tombée, on était au milieu de la forêt. Je vous avoue, il y avait déjà une atmosphère qui était hyper dérangeante, et même si on était tous crevés par la route, on était tous tout raides comme ça. Vraiment, on était tous raides, et on essayait surtout d'apporter beaucoup de soutien à la conductrice, parce que c'était vraiment pas facile ce moment-là pour conduire, parce que c'était vraiment hyper effrayant. À un moment sur la route, on commence à apercevoir au loin, alors je vous dis au loin, pas si loin que ça, parce que vraiment il y avait le brouillard, et vous savez, le brouillard on voit pas, si c'est vraiment de la purée de poids, on voit pas à 1 mètre ou 2 mètres, hein. Mais avec les phares et tout, on commence à distinguer qu'il y a un truc sur le bord de la route. Donc la conductrice, elle commence à ralentir, parce qu'elle dit peut-être danger, animal, tout ça. Et au fur et à mesure où on s'approche, en fait, on commence à distinguer une silhouette, on voit que c'est un humain. Et plus on s'approche, et plus on distingue plus de détails. Une robe, des nattes. Ok, mais pas une taille d'enfant. Quelqu'un d'un peu plus grand. Ok, et là en fait, on va pour arriver à sa hauteur. Donc il faut savoir que cette silhouette est en train de marcher sur le bord de la route depuis on ne sait pas combien de temps, dans le noir absolu. Elle n'a pas de lampe torche. Il n'y a pas de lumière à Big Sur, il n'y a pas de lampadaire en bord de route. On est vraiment dans le noir total, dans le brouillard. Je vois ça, on est en train d'arriver à hauteur de cette silhouette qui est plutôt grande au final. J'ai un truc qui s'est passé au niveau de mon corps, je vous jure, je pourrais même pas vous l'expliquer avec des mots, je crois que je vais essayer. Ça a été d'une violence infinie, je m'en suis jetée par terre. J'ai hurlé dans la voiture aux gens qu'il ne fallait pas regarder cette silhouette, qu'il fallait pas se retourner, la regarder dans les yeux. Je ne sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Honnêtement, je ne sais pas. Les histoires de légendes, tout ça, je suis comme tout le monde, je les lis, mais ça me passe au-dessus en fait, je m'en fous complètement. Mais il y a un truc au fond de moi c'est quelque chose que je devais dire en fait. Il y avait une peur intense qui était que si jamais on regardait cette silhouette, on allait être en danger, voire on allait mourir. Et c'est complètement fou. Et je vous dis, ça ressemble même pas à tout ce que je fais dans le paranormal. Et jure-le ça. Alors imaginez, mes pauvres amis là, qui sont même pas dans le paranormal, qui font face à ça, au milieu d'une forêt, en pleine nuit, où il y a déjà le brouillard, où c'est chaud, l'ambiance, l'atmosphère, tout ça, évidemment ils ont pas regardé en fait. Ils m'ont vraiment écouté. On a passé. J'en ai encore des frissons dans le dos rien que de vous raconter ça, parce que ce moment-là, vous savez, où on passe à côté et vous voulez pas regarder, mais il y a quand même un petit coin là qui voit que vous êtes en train de le passer, parce que c'est sûr qu'il y avait quelqu'un. Ce que c'était maintenant, je sais pas, mais il y avait quelqu'un. On passe et du coup, on continue. Et après, en fait, la conductrice a un peu tracé, parce que là, vraiment, c'était vraiment le film d'horreur dans notre tête. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sur le coup, évidemment, on s'est dit putain, mais c'était quoi ce truc et tout, machin, on avait vraiment eu trop peur, quoi. Et après, au bout de quelques kilomètres, on a commencé à culpabiliser, en fait. On s'est dit, mais
il y avait une robe, il y avait des nattes en fait. C'était quoi? C'était un enfant. Bah après, c'est là où je vous dis, moi j'ai vu que c'était quand même assez grand, donc pour moi c'était pas du tout un enfant, mais c'est surtout le comportement en fait. Parce que sur le coup, on a vraiment culpabilisé, on s'est dit putain, on a laissé quelqu'un en danger sur la route en pleine nuit quoi. Et potentiellement un enfant. Et en fait, après, quand on a étudié le comportement, on s'est dit non mais, quelqu'un en danger. Déjà, on n'avait pas croisé de voitures en panne ou de choses comme ça, alors on n'arrivait pas vraiment à voir s'il y avait des maisons sur le côté, mais a priori, il n'y en avait pas, c'était vraiment la forêt. Que faisait là cette personne seule en pleine nuit, surtout sans lampe, comment elle se déplaçait en fait et si elle entend une voiture arriver, je veux dire une personne en danger, fait des signes. Si elle nous avait fait des signes, je vous jure qu'on serait arrêté. On aurait eu la peur de notre vie, mais on se serait arrêté. Parce que ça par contre, les personnes en danger, c'est pas possible quoi. Mais c'était pas le cas en fait. Comme si elle marchait comme ça, sans but, et qu'elle s'en foutait de tout, avait-elle même conscience qu'on était là? Je vous jure, je crois que ça c'est le phénomène le plus dérangeant que j'ai vécu, dans le sens où c'est trop en fait. Et je me souviens qu'à l'époque j'avais fait des recherches, à la fois sur les personnes disparues, et aussi sur les phénomènes paranormaux, voir s'il y avait des gens qui avaient vécu ce genre de phénomène à cet endroit, voir si c'était pas une histoire de dame blanche, truc comme ça. Et j'ai rien trouvé, que ce soit pour les personnes disparues ou les dames blanches. Il y a vraiment un truc qui s'est passé, et pareil, est-ce que c'était réel? Est-ce que c'était vraiment quelqu'un, un humain, qui faisait juste sa vie, et qui était peut-être habitué à la région, qui savait marcher sans lampe? Bon, peut-être, qui sait, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà pour ce phénomène, et voilà de façon générale pour les phénomènes que je peux vivre moi dans mon quotidien. Alors si vous voulez en parler avec moi, si genre vous avez des bribes de réponses ou des théories, bah, n'hésitez pas à venir me parler. Alors n'oubliez pas, c'est vrai, ça fait longtemps que je ne l'ai pas rappelé, je ne lis pas les commentaires sur les vidéos parce que j'ai pas forcément le temps pour ça. Moi par contre je suis dispo sur les réseaux sociaux, et il y en a qui le savent déjà, qui viennent m'écrire en privé, donc si vous voulez me parler un petit peu de tout ça, des phénomènes, n'hésitez pas à venir me voir. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie vraiment de regarder mes vidéos, je vous remercie de votre fidélité, vous êtes les meilleurs, je vous fais des bisous, à bientôt.